Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et marketing durable. Pourquoi ? Parce que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du marketing durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Aujourd'hui, nous allons parler de numérique, mais surtout d'intelligence artificielle et de ChatGPT. Et j'ai envie de savoir quels sont les défis des entreprises, et notamment des équipes marketing et communication, face à ces IA. Est-ce qu'on doit les craindre pour notre job ? Au contraire, se précipiter de prendre les abonnements pour gagner du temps sur des tâches chronophages ? Et si oui, lesquelles ? Quelles sont les conséquences sur le numérique responsable et les émissions de gaz à effet de serre supplémentaires générées ? Plein de questions que je me pose sur le sujet. Et pour y répondre, j'ai fait appel à Kevin Niel, qui a écrit un livre récemment sur ChatGPT 4. Bonjour Kevin. Salut Diane. Comment ça va ? Ça va, merci et toi ? Ok. Comme les auditeurs ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Ouais. Eh ben écoute, donc je m'appelle Kevin Niel, moi j'ai 30 ans. Je suis tombé dans l'ordinateur, fils unique, et puis un ordinateur à la maison qui n'était pas assez puissant pour faire du jeu vidéo, donc forcément je me suis retrouvé à faire du code, des sites internet, etc. Je suis resté là-dedans, j'ai fait mes études là-dedans, et aujourd'hui je fais de la formation essentiellement d'ailleurs là-dedans, dans l'informatique, sur des écoles supérieures. Et parmi cette formation, forcément, il doit m'intéresser à toutes les nouveautés. Donc, nouveautés, que ça soit blockchain, que ça soit crypto, ou que ça soit intelligence artificielle notamment, et ChatGPT, Midjourney, et tous les grands noms aujourd'hui qui commencent à sortir, quoi. Alors justement, on en entend de plus en plus parler. Pour ceux dont c'est pas le métier et le quotidien, est-ce que tu peux nous faire un rapide panorama de l'ensemble des IA, ou en tout cas celles qu'une entreprise peut être amenée à utiliser ? Alors avant ça, je vais peut-être expliquer les différents niveaux qu'il y a dans l'IA. Vas-y. En fait, l'IA, c'est un terme assez générique qui peut vraiment porter à confusion. C'est-à-dire qu'on distingue aujourd'hui 5 niveaux différents d'intelligence artificielle. Les 2 premiers niveaux consistent en de l'étude de données assez simple qu'on peut faire sans machine, qu'on faisait déjà à l'époque, les premiers mathématiciens avant JC, etc., faisaient déjà ça. Le niveau 3, c'est de l'analyse, ce qu'on appelle de l'analyse prédictive. Donc ça, c'est ce qu'on a commencé à faire au début de la météo, notamment. C'est grâce à ça qu'on avait donc la météo à la radio ou sur la télé, pour ceux qui ont connu l'ORTF. Et ensuite, le niveau 4, c'est le niveau dans lequel on rentre aujourd'hui. C'est-à-dire, on n'est plus sur de la prévision, on est sur de l'apprentissage. Donc en fait, ce sont des algorithmes mathématiques auxquels on va donner des données justement à l'entrée, et on va leur dire, pour chaque donnée qu'on leur donne, on va lui dire, écoute, ça c'est bon ou ça c'est pas bon, par exemple. Et au fur et à mesure, il va identifier l'algorithme, donc mathématiquement parlant, des points communs, des similitudes, pour déterminer si c'est bien ou si c'est pas bien. Et donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. ChatGPT, c'est des dérivés de ces modèles-là, etc. Donc ça, c'est le niveau 4, c'est le stade aujourd'hui. Le niveau 5, c'est la pensée intelligente automatique de la machine. C'est les films, iRobot, machin, etc. On n'y est pas du tout, clairement. Donc Il y a l'IA... encore de la marge, c'est ça ? Ah oui, il y a une marge encore énorme. On vient de passer une marche énorme. Il y en a encore une qui est encore beaucoup plus monstrueuse à passer, même si celle qu'on vient de passer fait qu'on s'en rapproche de plus en plus et de plus en plus vite. Forcément. Et alors justement, pourquoi tu voulais sortir un livre qui est hyper concret, opérationnel, avec plein d'exemples ? Ouais. Alors en fait, c'est assez drôle, mais j'ai mangé avec mon comptable. Un jour, je déjeune avec lui et justement, je lui parle de ça parce que moi, je suis dans la tech, c'est sujet commun, tous mes étudiants, tous les jours, toute la journée. Et en fait, je lui ai demandé ce qu'il en pensait et il m'a dit oh, encore un nouveau truc qui sort mais qui va pas durer 3 semaines, etc. Et donc j'ai modifié au défi, pardon. Je lui ai dit pose-moi la question la plus horrible que tu as sur la comptabilité, la plus pointue du monde. Et on va la poser à ce fameux ChatGPT. Donc on est au resto, je sors mon téléphone, je me connecte sur mon compte, j'appuie sur le micro pour qu'il puisse poser la question en mode vocal, là. Et en fait, en moins de 30 secondes, ChatGPT lui sort la réponse à sa question, ou même lui n'est pas sûr de la réponse d'ailleurs.
Donc, ça l'a littéralement scotché. Et en fait, je me suis dit, mais attends, ce mec-là, c'est un expert comptable. Il est dans un cabinet qui est monstrueux. Enfin, relativement parlant, à taille de ma ville, hein, je viens de la campagne. Et donc, je me dis, ce mec-là n'a pas entendu, enfin, il a entendu parler, mais il n'a jamais testé cet outil-là qui est majestueusement puissant, en fait, et qui pourrait lui faire gagner un temps, mais considérable sur un nombre de tâches incroyable. Surtout dans la compta, c'est redondant, c'est voilà. Et je me suis dit, c'est pas possible qu'il y ait des gens encore comme ça. Et donc, je me suis dit, bah tiens, je vais écrire un livre. Et le lendemain, j'ai écrit le livre. Voilà. Je me suis mis le lendemain matin, je me suis réveillé, j'ai dit, j'ai pas de rendez-vous, c'est parti. J'ai écrit le livre. Et il y avait plein d'idées, aussi bien perso, sur l'utilisation pro. Donc, c'est un peu une évidence pour toi aujourd'hui, pour des équipes market et com, de passer par ChatGPT ou par une IA. C'est pas une évidence pour moi, c'est limite une obligation. Alors, sur quelle tâche, j'imagine? Toutes. Alors, gain de temps essentiellement, c'est-à-dire que ça va être du gain de temps, ça va être potentiellement du gain de créativité, puisque c'est une boîte à idées, hein, concrètement. On lui pose une question, il vous donne une réponse qu'il invente, enfin il invente, entre guillemets, par rapport à tous les textes qu'il a eu en tant qu'apprentissage avant. Donc, comme il a eu 3 milliards, trilliards, je sais plus, enfin c'est incroyable, en nombre de données d'entrée est juste fabuleux. Donc, comme il y a un nombre de données tellement important qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'imaginer qu'il y a une chose qu'il n'a pas eu comme information avant, un mot qu'il ne connaît pas, c'est tellement peu probable que fondamentalement, il va penser avant nous à toutes les idées du monde, en fait. Et d'ailleurs, moi, je lui demande régulièrement, j'ai besoin d'idées pour quelque chose, je lui dis, fais-moi une liste de 10 machins sur tel sujet, il me sort les 10, et s'il m'en manque 3 autres parce que ou il y en a 3 que j'aime pas, je lui dis recommence, et il m'en refait 10 autres. En fait, ça fait ma boîte à idées. Alors concrètement, qu'est-ce que ça pourrait être comme action? Côté market et com, là, j'entends. Alors, market com, on va générer des idées que ce soit la market et la com, de toute façon, ça c'est éclectique, ça tient partout. En termes de production, alors marketing, je suis pas très à l'aise avec le marketing à titre perso, mais on peut générer beaucoup de choses. Alors par exemple, ça peut générer des scripts. Je vais faire une pub à la télé, Un slogan. Un slogan, un script ou n'importe quoi, il génère tout. En termes de communication, c'est pas compliqué. Moi, il gère à 100% mon LinkedIn. J'ai 2 publications par jour. C'est 100% automatisé sur LinkedIn. Je ne touche à rien. Ça génère mes images, ça génère mes textes. Moi, je dis tel jour, je veux tel sujet, génère-moi 100 sujets, 100 idées de sujets. Il m'a fait la liste des 100 idées de sujets. Et à partir de là, tous les jours... Il a fait la rédaction, le visuel associé. La rédaction, le visuel. Moi, j'ai juste à coder un petit truc, parce que je suis développeur à la base, qui me permet de poster automatiquement. Je ne m'en occupe plus. Et ça me génère tout. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ça marche par rapport à la manière dont moi je l'ai codé. Est-ce que je lui demande de faire? C'est-à-dire que moi, je ne m'intéresse pas sur LinkedIn, je reste sur cet exemple-là, parce que c'est ce que moi j'exploite. Je ne m'intéresse pas forcément à un nombre de clics, de vues, de machin, parce que c'est, pour moi, moi j'appelle ça du putaclic, et c'est souvent des posts qui commencent par il ne faut pas faire ça, et après il faut cliquer sur voir plus pour se rendre compte que les 70 lignes qui suivent, qui sont les seules pertinentes, décrivent complètement l'inverse. Donc c'est clairement du putaclic, tout le monde fait ça, ça ne m'intéresse pas. Mais par contre, rien n'empêche de le programmer pour ça. De lui dire, fais un post LinkedIn, commence la première phrase en disant explicitement l'inverse de tout ce que tu vas démontrer par la suite, dis-le de manière choquante et interpellante. Et il va le faire. Alors c'est justement la difficulté quand on s'adresse à une IA, ou comme ChatGPT 4, c'est de se dire de quelle façon on pose la question pour que on arrive exactement au point clé. Est-ce qu'il faut lui dire la tonalité, il faut lui dire... Tout voilà. En fait, il faut repérer systématiquement ce qui ne va pas dans la réponse, et il faut reformuler la question à chaque fois. La question, du coup, qu'on appelle un prompt. La définition de base du prompt, c'est ça, en fait. C'est une genre de question, quelque chose qu'on demande de faire à quelqu'un, une action, n'importe quoi. Et un bon prompt, alors ça, c'est ma définition, c'est un prompt qu'on peut réutiliser à l'infini et qui va toujours et systématiquement nous sortir une réponse qui nous convient à 100%, qui nous convient parfaitement. Tant que la réponse de l'outil n'est pas bonne, en fait, c'est un jeu. Il faut lui redemander d'une manière différente. Donc moi, c'est des copier-coller. Hein. J'ai un bloc-notes sur l'ordi, hop, je note ma question, je copie, je la colle dans ChatGPT, je vois ce qui sort, ok, je n'aime pas tel et tel sujet, je vais lui demander d'éviter tel et tel sujet. Ensuite, je veux qu'il change de tonalité, je vais lui demander de changer de tonalité, etc. et ainsi de suite. Donc en fait, c'est juste ça, et
Et puis, c'est du jeu. Il faut jouer avec, il faut recommencer jusqu'à obtenir le résultat parfait. Est-ce que, selon toi, les équipes market et communication vont être remplacées par ces IA? Impossible. Impossible parce que elles ont des limites, ces IA, quand même. Déjà, elles s'essoufflent dans le temps. Alors, ça ne veut pas dire que dans 3 mois, elles sont plus bonnes. Ça veut dire que si je lui pose une question, par exemple, je lui demande de rédiger un livre. Alors, ça m'est arrivé, je l'ai en exemple dans le livre, je crois, hein. Pas un livre, mais une série TV, un script, je sais plus quoi, enfin bref. Donc, je lui demande d'imaginer un nom de série télé, policier, je sais pas quoi. Donc, il me génère 2 noms avec une intrigue de base. Si je lui demande de m'écrire un livre sur ces 2 noms et cette intrigue, il va faire de manière segmentée. C'est-à-dire que la première fois, il va me ressortir peut-être 100 ou 150 lignes sur le début de l'histoire. Et puis après, je vais dire continue, donc il va continuer, ainsi de suite. Sauf qu'au bout de la 10, 15e, 20e ou 30e fois, ça va peut-être plus rien avoir à voir, justement, Avec ton histoire du début. avec l'histoire du début. Donc en fait, c'est ça la limite. Donc c'est un fabuleux outil pour moi pour accélérer toutes ces équipes, etc. Mais en aucun cas, ça ne peut remplacer l'humain, du moins pas de manière sûre et fiable à 100%. Alors, la différence entre la version gratuite et la version payante? La version gratuite est un peu plus teubée, excusez-moi du terme, mais en fait, elle a beaucoup moins de données qui ont servi à l'entraînement du modèle. Je crois qu'on est à 3 ou 4 zéros de moins, donc enfin, ça reste quand même assez conséquent. Et le principe, du coup, c'est de se dire que elle est viable, c'est parfait pour tester l'outil, mais à partir du moment où on veut commencer à faire du contenu un peu plus, comment dire, pas créatif, mais qui sort un petit peu plus de l'ordinaire, ça va être important de passer dessus. Alors, autre point aussi important sur ChatGPT spécifiquement, c'est que les données qui ont servi à son entraînement s'arrêtent en 2021. C'est ça. Donc, la version gratuite s'arrête en 2021. La version 4 permet d'intégrer des recherches sur Internet. C'est-à-dire que ChatGPT va aller faire des recherches sur Internet, il va trouver des pages web, alors vous allez voir la progression, il va mettre un petit truc, recherche sur Internet, clic sur un lien, navigation sur le contenu, retour en arrière, etc., etc. Et en fait, il va s'imbiber de ces contenus-là pour reformuler la réponse. Donc là, on commence à être un peu plus pertinent. Mais Et en même temps, ça a l'avantage de voir les sources. Alors, ça a l'avantage de voir les sources. Sauf que là aussi, on arrive très vite sur une limite, c'est qu'au bout de 3, 4, 5 sources, il s'arrête. Parce qu'il ne va pas faire tout Google ou tout, je ne sais plus sur quoi il va faire sa recherche. Il ne va pas faire toutes les pages Internet, c'est juste pas possible. Et c'est là où on voit la limite, c'est qu'en fait, le condensé qu'il va nous faire, c'est le condensé qu'on aurait eu à faire si on avait fait nous-mêmes la recherche Google et qu'on avait dû cliquer sur les 3 premiers liens. Donc en fait, ce n'est pas inaccessible à l'humain ou à l'homme. C'est juste que ça permet de faire un condensé un peu plus rapidement, c'est tout. Et encore, il va quand même mettre 30 secondes ou 1 minute. Et programmatiquement, informatiquement, il y a du monde sur les serveurs, il faut le temps de tout traiter, de tout passer à ChatGPT. Donc il va plus vite qu'un humain, mais un humain qui est à l'aise avec l'outil informatique et qui a une bonne connexion, un bon ordi, il pourrait presque aller, pas aussi vite, mais pas loin quand même. À ton avis, quelles sont les compétences et les connaissances nécessaires pour les professionnels du marketing pour tirer pleinement parti de cette IA, mais là on va rentrer dans le vif du sujet de marqueur, de manière responsable? Alors, il n'y a pas de différence entre le responsable ou pas. En fait, la seule différence avec le responsable, c'est ce qu'on va demander en fait à l'outil. Si on demande à l'outil de générer, par exemple, vous lui demandez d'inventer une marque. Ok, il va inventer un nom, un slogan, etc. Vous lui demandez derrière de faire un speech, un micro-speech de présentation, n'importe quoi, il va le faire. Si vous lui demandez de refaire le même speech, mais orienté RSE, ben vous allez avoir tous les termes RSE qui vont popper dans le speech, hop, comme par magie. Donc en fait, ça relève plus du fait qu'on lui demande de s'intéresser à l'environnement plutôt que d'une manière de le faire. La manière de le faire va être importante, mais pour servir de l'outil au global, hors environnemental en fait, hors démarche environnementale, RSE, etc. Ce qui sous-entend, est-ce qu'il existe une IA durable et responsable? Là, tu parles de ChatGPT et donc tu indiques qu'au final, si on lui demande de mettre le mot marketing responsable ou durable, il va intégrer ces informations-là dans sa réponse. Et est-ce qu'il existe une IA un peu plus responsable et durable? Pas à ta connaissance. C'est pas à ma connaissance, c'est mathématiquement impossible, je pense. Enfin, c'est mathématiquement impossible aujourd'hui. En fait, la qualité de réponse d'une IA va dépendre du nombre de données et de la qualité des données qu'on lui donne en entraînement.
Ça, c'est la base. Ça veut dire que pour arriver sur un résultat comme ChatGPT, je vous dis, c'est 300 millions, milliards, millions, je sais même plus combien tellement c'est énorme. Et le problème, c'est que ça consomme énormément de ressources de permettre à un algorithme d'apprendre un volume de données aussi important que ça. Donc, en termes d'apprentissage, c'est énergivore au possible. En termes d'utilisation, c'est, je pense, énergivore au possible parce qu'il y a beaucoup de monde dessus. Je crois qu'ils ont mis 1 mois ou 2 mois pour avoir 100 millions d'utilisateurs. Enfin, c'est juste monstrueux. Ouais. Donc, ça va être très, très énergivore par rapport à ça. Ce n'est pas responsable. Le souci, c'est que je pense que si on ne passe pas par ces sujets-là, par ces étapes de surconsommation énergétique, on ne pourra pas débloquer potentiellement une avancée un peu plus importante dans l'IA qui permettra d'aboutir justement à une amélioration environnementale. Je m'explique. Aujourd'hui, ChatGPT, tout le monde dit c'est extraordinaire, c'est fameux, et ça a été entraîné sur de l'apprentissage du langage, de la parole. Si on passait autant de données sur l'apprentissage de comment on fait des équations mathématiques, physiques, scientifiques ou tout ce que tu veux, potentiellement, on pourrait peut-être un jour arriver, alors c'est pas le cas des modèles aujourd'hui, on n'est jamais à l'abri que ça sorte, on pourrait peut-être arriver un jour à une intelligence artificielle qui soit capable de nous faire des démonstrations ou de nous sortir des E égale MC2 un peu à l'Einstein à l'époque, sans qu'on sache trop d'où ça sorte, et qui soit capable potentiellement même de nous aider à les démontrer derrière. Et or, faut pas oublier qu'aujourd'hui, tout ce qu'on connaît de la vie actuelle, des voitures, de machin, ça vient des calculs mathématiques, des avancées physiques, de la compréhension en fait de ce qui nous entoure. Et je pense que si on entraînait des IA capables justement de nous aider à comprendre ces choses-là, on consommerait beaucoup plus d'énergie lors de la phase d'entraînement et pour les programmer, mais le gain potentiel par la suite pourrait être tellement énorme que peut-être que, je sais pas, ils seraient capables de nous pondre des panneaux photovoltaïques 150 fois plus performants et 10 fois moins coûteux, aussi bien financièrement que environnement. Oh, mais on ne peut pas y arriver à ce moment-là. Vous m'avez compris. D'un point de vue environnemental. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'études sur les impacts de gaz à effet de serre générés là, par ces IA et cette explosion d'utilisation depuis la sortie de ChatGPT. Non, c'est de la consommation énergétique hein, et de la consommation en termes de ressources informatiques entre guillemets classiques et standards. C'est-à-dire, on pourrait faire des estimations dessus, mais elles seraient quoi qu'il arrive biaisées et ça resterait que des estimations. Alors, c'est un bon indicateur, mais ça reste pas non plus fiable à 100%. Ok. Est-ce qu'il y a des défis éthiques et sociaux auxquels les professionnels du marketing sont confrontés lorsqu'ils intègrent l'IA dans leur pratique? Oui, forcément. Je pense que ça dépend de l'entreprise dans laquelle on bosse. Quelle est la vision de la boîte? Est-ce qu'on est plus centré sur l'humain? Est-ce qu'on est plus centré sur la rentabilité? Qu'est-ce qu'on met en avant? Donc là, clairement, ça va dépendre de ça. Après, une entreprise mal intentionnée pourrait complètement remplacer des gens par l'IA en se disant, bon, le résultat ne sera pas à 100% parfait, mais ça me coûte tellement moins cher que je m'en fous. Et auquel cas, on va le mettre en place. D'autres entreprises ne le feront pas. C'est assez délicat comme question. Après, en termes de réalisation market-com, vous faites une pub qui a été générée par l'IA. Est-ce qu'il faut le dire ou pas? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça change quelque chose? D'un point de vue éthique et transparence. Ouais, qu'est-ce que ça change? C'est au lieu de mettre le nom de l'agence de com, on met agence ChatGPT ou agence Midjourney. En interne, et c'est pas des agences. C'est des outils qui sont open source avec les contenus, les droits d'auteur qui sont cédés intégralement du fait de l'utilisation et du paiement de leur utilisation. Oui, mais ce qui signifie qu'une équipe marketing peut avoir le même prompt que l'entreprise concurrente et poser la même question et on aboutira à la même marque, slogan, pub. C'est ça le risque. C'est le même risque que quand on est humain en fait. Moi, je suis capable d'avoir la même idée en même temps. On peut avoir la même idée, on peut générer presque le même texte en même temps à l'autre bout de la planète sans se rendre compte. Parce qu'on est sur le même sujet, on pense peut-être de la même manière. C'est assez rare, mais ça peut quand même arriver. Et même à quelques mots près, on peut tomber sur la même chose qui pourrait être sortie au final d'un même prompt, te dire. Donc en fait, pour moi, c'est pas le fond du problème, c'est un problème délocalisé, ça. On délocalise le problème sur l'IA sous prétexte que c'est généré par l'IA, mais in fine, si demain McDo et Burger King commencent à dire eh ben, on va faire la même com, qu'est-ce qui les en empêche? Rien. Donc après, c'est aux agences de faire attention à ce qui leur entoure, la concurrence, et de réadapter leur prompt par rapport aux idéaux que eux veulent défendre et que eux veulent mettre en avant. Et je pense au contraire d'ailleurs que ça peut aider
justement à améliorer l'apprentissage et l'utilisation de l'intelligence artificielle. Parce que ça force à avoir des prompts qui soient de plus en plus précis. Et donc ça force à se découvrir de plus en plus soi-même. Alors peut-être pas sur McDo, BK, ils se connaissent déjà, mais pour des plus petites boîtes qui ne se connaissent pas forcément encore, qui n'ont pas forcément de ligne directrice hyper claire, ça peut permettre de les définir, justement. Donc, il y a un vrai rôle d'aide ou d'accompagnement stratégie marketing? Ouais, quand même. Il faut pas prendre ça avec des pincettes, il faut le faire de manière structurée, de manière intelligente. Et il faut pas le faire n'importe comment. Clairement. Il faut pas le faire n'importe comment. Et c'est-à-dire, il faut commencer. Je pense qu'une entreprise qui voudrait se lancer là-dedans aurait intérêt, ou un service RSE quelconque, hein, aurait intérêt à mettre une personne dessus pendant 3, 4, 5 jours à 100%, sans distraction autour, avec plusieurs sujets en mode fais des tests, essaye-toi, regarde ce que ça peut donner, et à faire ça peut-être à 2, 3, 4, 5 personnes différentes dans la société, sans qu'ils se consultent, bien évidemment, de manière complètement autonome à chaque fois, de telle sorte à ce qu'en fait, ils puissent prendre l'outil en main et se rendre compte des capacités, quoi. Parce qu'au final, aujourd'hui, la vraie problématique reste ça, c'est la prise de conscience des capacités, de tout ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Et encore une fois, peu importe le secteur. Et c'est d'autant plus vrai dans le RSE, dans le marketing éco-responsable. C'est là où on peut se dire le temps d'un collaborateur, c'est de l'argent. Et donc, le temps qu'il va y gagner peut l'aider et Exactement. l'aiguiller sur d'autres Ah bah alors. tâches ou à valeur Ah bah. ajoutée plus intéressante. Complètement. Et en termes de coût d'abonnement sur la version la plus à jour, parce qu'on a compris que la version gratuite, Alors. elle est assez limitée. Alors, la version la plus à jour, ChatGPT, c'est OpenAI, une boîte du coup américaine, qui a sorti ça. On est à, je crois que c'est moins de 20 balles par mois. Je sais même plus combien je paye. Mais et puis tellement c'est rapidement amorti, je trouve, en termes de gain de temps et de tranquillité d'esprit. C'est moins de 20 € par mois, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et en termes d'impact RSE au sein d'une société, je trouve ça juste énorme. Puisque combien de fois il y a des supérieurs qui ont été tapés sur les doigts de personnel parce que tu as fait des fautes dans tes mails, tu as fait machin et tout. Là, vous demandez à ChatGPT, c'est des maths qu'il y a derrière. Il ne peut pas faire des fautes, c'est mathématique. Donc, quelqu'un qui a des difficultés en orthographe ou un community manager, avant de répondre à sa communauté ou avant d'écrire un post, au-delà de lui confier l'écriture totale du post, c'est de pouvoir se dire, tiens, j'ai écrit le texte, dis-moi s'il y a des fautes de français et corrige-moi l'orthographe et la grammaire. Exactement, on reformule de manière plus professionnelle. Terminé, copier-coller, fini, on n'en parle plus. C'est juste majestueux. Bon, je devrais pas le dire, c'est pas grave. Normalement, c'était écrit sur la dernière page de mon livre. Mais mon livre a 100% été écrit par ChatGPT. Après, c'est à toi qui as pensé au sommaire, à la structure, à quelles infos demander, etc. Parce qu'il faut avoir quand même de l'imagination. J'ouvre le livre en même temps. J'ai la super dédicace de Kevin. Mais il faut penser à voilà, quel est le sens de la vie. Résume Harry Potter 1, ça peut être utile pour les étudiants qui ont des livres résumés. Quoique, apprends-moi le mandarin, propose 10 slogans pour une manifestation écologique pacifique, etc. etc. La liste est longue. Voilà, là, tu t'es amusé pour réfléchir à tout ça, notamment avec la partie market pub, rédaction de scénarios, de poésie, de communication. Imagine un post Facebook pour dénoncer le harcèlement scolaire, etc. Faut avoir ce côté humain en amont, mais après, tu fais confiance. Exactement. Tu fais confiance complète. Complètement. Alors, ou tu rechallenges de temps en temps. Je rechallenge régulièrement et je vérifie systématiquement ce qu'il me dit. Faut pas oublier deux choses, c'est que la première chose, ça génère du texte. C'est pas parce qu'il génère du texte que c'est forcément le texte qu'on veut avoir à la base. C'est ce que je disais, il faut jouer avec les prompts, reformuler les questions systématiquement pour obtenir un résultat qui vous convienne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quand on lui demande quand il nous donne, par exemple, des exemples chiffrés ou qu'il nous énonce des faits, il faut systématiquement les vérifier. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la manière dont il fonctionne, c'est pas j'ai eu des données sur Internet et donc je vais restituer ces données. C'est pas du tout ça le fonctionnement. Le fonctionnement, c'est en gros, on prend des phrases, on prend des textes, etc. Et on transforme un paragraphe en un nombre. Ensuite, on transforme chaque phrase du paragraphe en un autre nombre. Et dans chaque phrase, il y a des mots. On va mettre pour chaque mot, avec une orthographe spécifique, un nombre et ainsi de suite. En fait, on va tout transformer en nombre. Et lui, quand on va lui poser une question, il va en déduire à partir des nombres et son micmac derrière
le paragraphe qui nous ressort. Ça veut dire qu'en fait, il va générer du texte mathématiquement parlant, mais il ne va jamais nous donner forcément des vraies informations. Sur la version 3, Il va manquer le côté émotion, le côté... alors, pas émotion, parce que émotion, il suffit de lui demander intègre de l'émotion, il va intégrer des émotions. Mais il lui manque l'aspect réel de la chose. Dans le sens, on ne peut jamais être sûr à 100% que ce qu'il énonce est réel. Il y avait un exemple flagrant qui tournait sur Internet avant la version payante, là, qu'ils ont patché forcément depuis. Mais il y a quelqu'un qui lui a dit combien pèse un œuf de vache. La réponse fait 20 lignes, il dit commence par un œuf de vache pèse entre 10 et 20 grammes, est de forme machin, il faut mettre des gants pour l'attraper. Pour le récupérer. C'est complètement... C'est hilarant, enfin, je trouve ça hilarant. Mais c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue quand on s'en sert. Maintenant, si on met en contexte professionnel humain, moi je suis, je sais pas, community manager chez Nike, au pif. Je vais pas lui dire, explique-moi comment faire des chaussures à partir d'un steak de vache, ou un steak de porc, ou un steak de ce que tu veux. Enfin, il faut être complètement taré dans sa tête pour se dire, je suis community manager, je vais faire un post là-dessus sur un truc qui n'existe pas, et en plus de ça, je vais demander à le faire générer par une IA. Il faut être sacrément perché quand même. Donc, tu pars du principe qu'à partir du moment où on est dans un cadre professionnel, le prompt va être suffisamment bien rédigé pour qu'on ait une réponse qui soit correcte ou satisfaisante pour des équipes market-com. Exactement. Est-ce qu'on peut demander la source quand on parle de chiffres, si on doit ressortir d'études précises ou d'un aspect factuel, comme tu dis, est-ce que du coup on peut lui dire donne-moi tes sources, les sources que tu as utilisées pour sortir tel chiffre? Alors, sur la version sans connexion Internet, non. Parce que c'est de l'apprentissage, il n'a pas retenu chaque source, chaque truc où il a pris, etc. Donc, non. Par contre, sur la version en lien avec Internet, oui. Et il les donne par défaut, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il met une citation d'un chiffre ou d'un énoncé, d'un fait ou n'importe quoi, en fait, il va mettre un petit 1, 2, 3, 4, 5, vous cliquez dessus, il y a le lien de la page web. Okay. Donc, ça nous permet de vérifier si la source est fiable ou pas. Parce qu'il faut aussi se méfier de ce qu'on trouve sur Internet. Alors, oui, sauf que les recherches qu'il fait, à chaque fois, il se cantonne aux 3 à 4 premiers liens ou 5 premiers liens en termes de résultats de recherche sur le moteur de recherche qu'il utilise. Donc, on n'imagine pas que sur Google, je crois que encore une fois, c'est pas Google qui l'utilise, je sais plus ce qu'il utilise. Mais on imagine bien que les 5 premiers résultats de recherche, c'est possible. Mais sur les 5 premiers liens de recherche, de résultats de recherche, pardon, que ce soit de Bing ou de Google, on n'imagine pas que ce soit forcément tous les sites putaclic avec des choses qui n'ont aucun sens qui remontent. C'est juste pas viable. Donc, pour moi, à partir de ce moment-là, ça reste accessible sans trop de difficultés. Ok. Et alors, est-ce qu'il y a des risques potentiels de l'utilisation de l'IA dans le marketing, tels que la manipulation de consommateurs, la création de bulles informationnelles, et comment est-ce qu'on peut les atténuer? Alors, le risque est présent, il existait déjà avant l'IA, en fait. On a Cambridge Analytica avec Facebook, l'élection de Trump, tout le monde l'a encore en tête, c'est 2016, je crois, de mémoire. Donc, c'est pas vieux. On n'avait pas d'IA à l'époque. Du moins, on n'avait pas d'IA niveau 4, comme actuellement, on n'a pas de ChatGPT, Midjourney, etc. On était au niveau 1, 2, 3 avec le modèle prédictif, etc. Enfin, bref, donc on était sur un niveau bien moindre d'efficience que ce qu'on a aujourd'hui. Néanmoins, ils ont réussi, ce qui est quand même extraordinaire, à faire changer de bord, si je peux dire ça comme ça, des gens en termes de pensée, de ce qu'ils pensent du monde, de la population, etc. C'est-à-dire, ils étaient capables d'analyser la personnalité d'une personne, de dire, OK, nous, pour qu'elle vote pour Trump, il faut qu'elle devienne sur telle personnalité. Et pour passer de la personnalité A à la personnalité B, il faut qu'on lui montre tel contenu. Et donc, en fait, derrière, les flux des réseaux sociaux montraient de plus en plus le contenu qui était nécessaire pour leur faire changer de personnalité. Et donc de perception et donc d'avis politique. Exactement. Je te donne l'exemple de la France. Je suis désolé, je vais mettre ça sur le sujet, c'est un peu bizarre peut-être, mais moi je suis à la campagne. Tu prends le racisme en France. Les endroits les plus racistes en France sont la campagne. Et tu viens chez moi, s'il y a 3 Noirs, c'est extraordinaire. Il y a 20 000 habitants. Je caricature, mais c'est exactement pareil. C'est exactement le même principe. Donc, il y a quand même des risques et sur un point de vue éthique, il faut être attentif. Alors, il faut être attentif. Alors, il faut savoir aussi que ça ça accroît le risque parce que montrer des contenus putaclic, c'est facile, on savait déjà faire.
Le gros risque qui vient en plus, c'est que maintenant, le contenu, il est capable de le régénérer et de l'adapter en fonction de chaque personne. Donc, ça veut dire qu'il va être capable d'aller encore plus vite pour transformer la personne, puisqu'il va être capable de s'adapter à sa personnalité. Ça, c'est après de la philosophie sur notre libre arbitre. Exactement. Et là, ça devient compliqué. Là. Ouais, ça devient compliqué. Et surtout par rapport aux jeunes générations, en fait, qui connaissent déjà qu'Internet ou toutes ces idées préconçues qui vont arriver dans leur esprit. Donc, il faut qu'ils gardent cet esprit critique. Il faut qu'on leur enseigne ça. Peut-être que c'est aussi Alors oui. ce que tu enseignes à tes étudiants. Alors exactement. Moi, souvent, moi, je suis un peu particulier. Moi. J'arrive en gros et je déteste la partie théorique. Donc en 1 heure, je leur expose une semaine de théorie. Donc en général, ils ont le cerveau en feu. Et à partir de là, systématiquement, je les colle directement en TP. Et à chaque fois qu'ils ont une question, je les pousse justement à la réflexion. Et je pense qu'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus assez ça, que ce soit dans les études supérieures. La fac, on n'en parle même pas, hein, c'est une amphithéâtre, on écoute et on recrache. Le primaire, mais bon, on n'en parle pas non plus. Le collège, le lycée, bon, de toute façon, les profs sont blasés, surbookés, etc. Donc, pas tous, encore une fois, mais quand même une sacrée partie. Oui, parce que là, tu dresses un tableau assez noir côté éducation. Côté éducation, on a de belles perspectives. Je pense qu'on n'a pas les moyens de le faire, qu'on met pas les moyens du moins qu'il faut, et on donne plus envie aux gens de le faire. Enfin, aux profs, essentiellement, de le faire. Mais toujours est-il que oui, il faut se préparer à ça, et ça, c'est une grosse lacune, je pense, qu'on a dans notre société, et c'est une lacune qui reste depuis l'apparition d'Internet, c'est qu'on ne se forme pas suffisamment au regard critique via les nouvelles technologies. Si on le fait pas pour autre chose, la politique ou autre, à la limite, je m'en fous. Ça ne me concerne pas plus que ça, entre guillemets. Par contre, en termes de technologie, d'apparition d'Internet, etc., quand je vois aujourd'hui que quasiment tout est obligatoire à faire sur Internet, et qu'il y a des gens qui ont 50 ans qui ne savent toujours pas s'en servir, on a raté, je pense, beaucoup de choses sur la formation aux technologies. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, mais je pense que ça n'a pas été suffisant, ou pas été pris suffisamment de manière assez importante par les gens, je pense. Et le problème, c'est que si ça s'accroît, ou si ça stagne du moins, sur les nouvelles technos, style IA qui arrivent, etc., je pense qu'on court à la catastrophe. Clairement, c'est énorme. Là, je faisais une présentation chez Envie, là, il n'y a pas longtemps, et je rebondis, tu parlais des enfants par rapport à Harry Potter tout à l'heure. Il y a une personne qui me disait, son fils de, je crois, 12 ans, devait lire un livre à l'école, il l'a pas fait, il a demandé à ChatGPT de lui pondre un résumé sur le livre, et il a eu 15 sur 20. Je me souviens de cette réponse. Moi, cette réponse, je la trouve extraordinaire. Et tu vois, ça me ramène... Extraordinaire et dangereux à la fois. C'est-à-dire malin, parce que l'enfant a dit tiens, je vais éviter de lire et je vais gagner du temps. Mais en même temps dangereux parce que il n'aura pas eu ce plaisir de lire le livre en entier, de ressentir les émotions face à tel descriptif de paysages, de personnages, etc. Donc il y a ces deux aspects. Je suis mitigé parce que sur l'émotion, moi j'étais un grand lecteur quand j'étais gosse. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui n'étaient pas pauvres et qui m'achetaient plein de livres, à peu près tout ce que je voulais, donc c'était super cool. Des fois, je passais des week-ends entiers à lire d'ailleurs. Et je lisais parce que les histoires m'intéressaient. Pas pour l'imaginaire ou ce que tu viens de décrire en fait. Je lisais juste parce que j'avais envie de connaître l'histoire. Alors oui, il y avait quand même l'imaginaire, etc. Ou c'était Harry Potter, un truc comme ça, tu vois. Donc, au niveau apprentissage, on fera mieux, mais bon. Mais remets en contexte, un gamin parce de que là, 12 ans... c'était sur l'écume des jours. Voilà. L'écume des jours, rien qu'au nom, ça me fout la gerbe, sans déconner. Alors, ok, je suis pas un grand littéraire, mais fondamentalement, comment tu vas intéresser des gamins de 12 ans avec des livres comme ça? Ce sera un gamin donc là, de 12 on ans. en revient à l'éducation. On en revient à l'éducation. Donc, comment intégrer tout ça? Mais après, c'est aussi toute une problématique des enseignants de se dire comment j'arrive à vérifier si le rendu de la copie a été fait de façon artificielle ou pas. Mais on sort un peu du côté... ouais, on sort un peu du côté pro. Mais en 2 phrases, moi là-dessus, ce que je vois, c'est que l'éducation, quand ça a été mis en place à l'époque, les têtes pensantes de l'époque, etc., tout ce qui est aux fonctionnaires, machin, mais il y a 30 ans, on va dire, 30 ou 40 ans encore, c'était avant Internet, grosso modo, peut-être plus de 40 ans. Mais c'était des gens, en fait, qu'on mettait dans des facs et on leur foutait un nombre de connaissances incalculables dans le crâne, de telle sorte à ce que, en cas de, s'il y a tel ou tel cas de figure, eh ben, on avait plus de chances qu'il sachait répondre parce qu'il avait plus de connaissances que les autres. Le problème, c'est qu'avec l'apparition d'Internet, déjà, ça a évolué. Ça a évolué parce que, oui, il y a beaucoup de sites Internet, on peut faire ce qu'on veut, mettre plein de conneries, etc. dessus, mais c'est quand même pas la majorité, ou du moins pas ceux qui ressortent en premier quand on fait une recherche.
Et la différence là-dessus qu'il y a, c'est que aujourd'hui, c'est même plus une évidence, c'est presque inné en fait de savoir que quand on a une question, on demande à Internet. C'est inné presque pour même tous les gosses qui naissent aujourd'hui. Donc la question que je me pose, moi, par rapport à l'éducation, c'est est-ce que il faudrait pas la changer de telle sorte? Pas à ce qu'on empêche de se servir des technos, etc. Mais la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est Comment mieux l'utiliser? exactement, c'est pas est-ce qu'on a la connaissance, c'est comment est-ce qu'on fait pour utiliser la connaissance du mieux possible et la développer. Et tu vois, pour moi, il y a un gros sujet là-dessus. Et ça revient au même sujet d'ailleurs que tout ce qui est RSE, pour revenir un petit peu quand même sur le sujet de fond. C'est pour moi, tous les sujets RSE, environnementaux, etc., sont des sujets qui ne sont pas inculqués à l'école. Et qui devrait l'être. C'est con, hein. Moi, je suis sorti de l'école, il y a des trucs que je savais pas faire. On change une ampoule, je savais m'en sortir, je suis pas trop con, mais changer un néon, j'ai jamais fait de ma vie. On m'a appris à faire du calcul de volts, d'ampères, de machin et tout. Pff, m'a jamais servi de ma vie. Par contre, changer un néon, la première fois que je suis arrivé devant, je suis resté 15 minutes comme un con. Oui, faut apprendre à le faire. Il manque un côté opérationnel de Je la vie. pense. Soit Voilà. apprendre avec Je pense. sa famille, Je pense. son entourage personnel, ou soit apprendre Je suis côté d'accord. éducation. Et si tu mettais 2 heures ou Les 3 heures, modèles nordiques là-dessus sont plus avancés que nous. En exactement, France, on est encore sur les anciens modèles. c'est ça. Mais si tu mettais 4 heures d'apprentissage des RSE, d'écologie, d'impact environnemental, de la 6e jusqu'à la terminale, je te garantis que la prochaine génération, c'est fini, on n'a plus de soucis, hein. On n'a même plus besoin de faire de loi ou autre, ça devient ancré dans leur tête. Ça me fait penser à l'atelier d'automne que j'ai réalisé il y a quelques mois, où effectivement on avait misé sur un fonds budgétaire assez important à confier sur cette phase éducation, qui n'est pas avec un résultat court terme, évidemment, mais sur un résultat plus moyen-long terme, était bien plus efficace sur la sensibilisation de chacun autour des problématiques des dérèglements climatiques. C'est une évidence. Ouais, Moi, c'est clair. quand je vois les messages de l'État sur l'environnement, faut faire attention, machin et tout, quand je vois, je sais plus c'est qui a parlé il n'y a pas longtemps, là, enfin bref, de toute façon, ils parlent tous régulièrement de ça, mais quand je vois comment dire, toutes les pubs qu'ils font pour l'environnement, machin et tout, en fait, très sincèrement, ça me touche pas. Par contre, quand je vois EDF, c'est pas Versailles ici, c'est marrant, mais ça, tout le monde s'en souvient. Et tout le monde éteint ses lumières en se marrant. Tout le monde, au moins une fois, éteint sa lumière en disant c'est pas Versailles ici. Et au final, je trouve que les sociétés du privé qui s'impliquent justement dans le RSE à ce niveau-là sont plus marquantes parce qu'elles ont intérêt à être plus marquantes. Tu vois? Essayer de se différencier d'une autre façon. Exactement. Mais toujours dans un esprit de pédagogie, d'éducation. Pas que. Le problème avec la pédagogie, c'est qu'à force de nous ressortir ça, moi j'ai l'impression qu'on me prend pour un con à chaque fois. Il faut que je t'apprenne à faire ça, il faut que je t'apprenne à faire ça. Mec, j'éteins ma lumière, je suis pas con, quoi. Enfin, c'est con, tu vois, mais oui, je sais. Et au final, qu'est-ce qui marche? Bah, c'est les augmentations de factures énergétiques, C'est hein. ça. Mais c'est parce qu'il y a un lien. Parce que ça touche tout le monde, cause et effet. Il y Voilà. a un lien économique derrière. C'est pour ça. Bah, exactement. Tu parles de cette pub-là. Est-ce qu'il y en a une autre qui t'inspire, qui peut être en lien avec la planète, le marketing durable, la com responsable? C'est surtout les trucs de greenwashing, moi, qui me font marrer, genre les McDo, etc., qui font leur pub pour les gobelets en plastique alors que c'est juste une obligation. Ils ont fait un sacré bid d'ailleurs pour ça, ça me fait bien marrer. Je pense surtout que là-dessus, c'est les entreprises qui font le moins, qui en parlent le moins, et qui en font le plus, qui sont qu'on devrait honorer. Je dis entreprise, mais personne privée ou publique d'ailleurs. Moi, je fais pas la pub de ça, mais quand je suis chez moi, je trie tout. Ma femme, elle se bat contre le gâchis alimentaire, etc. Et on achète tout juste ce qu'on a besoin. On doit sortir notre poubelle, allez, 6 fois l'année. On a un petit bac, on la sort 6 fois l'année. Parce qu'on fait hyper gaffe à tout. Mais je vais pas m'amuser à crier sur tous les doigts. Enfin, tout le monde s'en bat les couilles, parce que Kevin le fait pour l'environnement, quoi. Et puis dire, mon impact est tellement minime à mon envergure, c'est bien, mais ça changera rien dans le monde, quoi. Oui, mais au moins tu le fais pour toi et tes enfants. C'est-à-dire ils Bah, te bien sûr. voient le faire et du coup Bien ça va évidemment. devenir une évidence pour eux. Bah, bien Cette évidemment. gestion du tri, du compost. Ah oui, c'est ça. Mais il y a encore beaucoup de trucs que je trouve un peu aberrants, hein. Non, moi, je pense à ça, mais moi, il faut que je prenne ma bagnole et je fasse 15 bornes pour aller à la déchetterie. Alors, quand tu as 3 cartons achetés, c'est un peu couillon. Et dans mon village, et tout le monde est pareil. Ils pourraient faire un truc à la mairie ou Avec une sorte de tournée. ils font une tournée, voilà. Tous les cartons, c'est tel jour à la tournée, puis ils font une tournée, il y a un seul aller-retour en camion, et ça coûte un mec de la mairie qui est payé pour ça, quoi qu'il arrive. Avec un véhicule Ouais, c'est ça. électrique ou qui consomme moins. Ouais, bah,
bah, c'est ça, ou en tout cas, hydrogène, ce que tu veux, on s'en fout. Mais, enfin, de toute façon, même si c'est un véhicule thermique, c'est toujours plus pertinent que 15 000 personnes qui font 15 bornes une Ah fois tous bah, les 2 ça, mois, quoi. il y a un Donc, problème aussi du e-commerce et de la livraison. Il n'y a pas que la ça, livraison du dernier kilomètre, mais aussi la livraison des entrepôts vers ah bah, mais ça, t'as pas le choix. les autres lieux de stockage. Oui. Est-ce que, alors là, tu as cité naturellement un éco-geste côté perso. Est-ce qu'il y aurait un éco-geste côté pro que tu recommanderais? Ah bah, avec les ordinateurs, c'est pas compliqué, hein, on les éteint, hein. On commence par ça, les écrans, on les éteint, même pour les manger. C'est des choses toutes simples et bah, qui consomment un peu quand même. Donc, faut faire attention à ça. Puis sinon, après, non, c'est peut-être du bon sens, je dirais. C'est pareil, il y en a beaucoup qui utilisent le cloud pour leurs photos, etc. Moi, perso, je suis pas fan. Acheter un disque dur, ça consomme moins. C'est moins stocké, moins répliqué. Parce que quand vous stockez sur le cloud, c'est répliqué sur plusieurs serveurs. Donc, si vous consommez un disque dur, par exemple, à la maison, bah, ça en consomme 3 ou 4 sur Internet. Plus le taux de transfert des données, etc. C'est pas énorme non plus, d'autant plus avec la fibre. C'est de moins en moins consommateur. Néanmoins, il n'y a pas encore la fibre partout, y compris pour aller jusqu'au data center. Donc, bah, toutes ces petites choses-là, limiter au maximum tout ce qui est cloud, etc., c'est important. Puis sinon, pas d'utilisation inutile, quoi. Enfin, Et être attentif aux achats. ouais, bah oui, ça paraît tellement évident que je le dis pas. Mais Oui, mais changez c'est pas ça. de téléphone tous les 6 mois, quoi, ça sert à rien. On a un petit peu plus de 2 ans en moyenne, un changement d'un smartphone. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, moi, Alors que la durée de vie peut être bien plus longue. je si l'ai on en prend changé soin. je l'ai changé il y a 6 mois, je suis passé au dernier iPhone, là, je sais pas combien, 13, 14. J'étais sur mon iPhone 6 Plus avant. Oui, donc, ça 10 datait un ans. peu. Oh putain, il commence à enfiler. Après, c'est les applications qui sont plus utilisables ou les accès qui sont plus compliqués. Ouais, mais alors ça tombe bien parce qu'à la base, un téléphone, c'est pas dans les... Oui, normalement. Ça dépend pour qui. Mais, Puis moi, comme je suis informaticien, forcément, dès que j'ai un truc à faire sur ordi, je le fais pas sur téléphone. Mettre 30 secondes sur l'ordi pour un truc où je mets 10 minutes sur le téléphone, bon, je suis à la limite, quoi. Ok, donc ton téléphone, c'est plutôt une utilisation assez basique. Bah, basique, oui. Bon, après, j'ai quand même les réseaux sociaux des boîtes, j'ai quand même tout ça, si tu veux, donc je m'en sers assez régulièrement. Mais moi, je compare à ma femme, elle est sur Instagram 3 heures par jour. Jamais je fais ça, moi. Ouais, une surutilisation. Ah, exactement. Est-ce que tu t'es mis à la place de quelqu'un dernièrement dans un esprit un peu de market, en fait, quand on fait du marketing, on a l'habitude de se mettre à la place de ses cibles. Ouais. Non, oui, bah, bien sûr, bah, je le fais à chaque fois que j'ai, en fait, à chaque fois que j'ai un client, un contrat, n'importe quoi à faire, je me mets en fait, je me remets toujours en question, je me mets systématiquement, pardon, à sa place et je me dis, ok, à sa place, qu'est-ce que j'aimerais voir, qu'est-ce que j'aimerais qu'il mette en avant, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse pour améliorer que ce soit sa prestation, l'impact environnemental, le RSE. Qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, pour satisfaire mon client au-delà de ses attentes. Pour moi, c'est juste une Donc, normalité dans même un si tu fais professionnel. pas du marketing tous les jours, en fait, tu le fais naturellement. Oui, parce que pour moi, ça relève plus du savoir-vivre, du savoir-être que du marketing, en fait. Moi, à partir du moment où je suis payé pour une prestation, je me dis pas, ok, je fais la prestation, je baisse les yeux, je me barre, et puis personne, que ça plaise ou pas, je m'en fous. Non, mon but, c'est que les gens soient heureux et que ça réponde aux attentes et aux besoins. Ouais, la satisfaction client, avant tout. Exactement. Et du coup, D'accord. forcément, bah, les enjeux RSE sont pris aujourd'hui en compte par absolument tout le monde. C'est Heureusement. incontournable. Ouais. Ouais. Et c'est justement aussi l'objet de mon podcast qui se nomme Marqueur, marketing durable que l'on fait avec le cœur. Est-ce que ça t'inspire ou ça t'inspire quoi, justement? Bah, du coup, je sais pas, enfin, moi, pour moi, c'est la normalité pour moi. Parce que j'ai été éduqué comme ça, élevé comme ça. Je pense que ça manque encore chez beaucoup de gens. Beaucoup de boîtes aussi. Mais ça m'inspire, bah, de toute façon, l'avenir, hein. C'est ce qu'on est censé tous faire après, à terme, non? Normalement. En tout cas, c'est ma conviction d'aller plus loin quand on fait les choses avec le cœur. Ça, je suis bien d'accord. Et tu vois, d'ailleurs, petite anecdote, que comme oui, je suis entrepreneur et développeur les deux, j'ai codé il y a quelques temps un petit bout de programme qui va éplucher les sites internet pour savoir s'ils sont éco-responsables ou pas. Ouais. Et ça dresse une liste à chaque fois de ce qui l'est et de ce qui ne l'est pas. Et donc je suis allé sur mes sites, et je crois que sur mes sites, alors je devais tomber à une dizaine ou une quinzaine de points corrigés. Ensuite, alors j'ai fait un autre site, je crois que j'ai fait SNCF, un truc comme ça. Et j'ai dû trouver 300 ou 400 points qui n'allaient pas, qu'il fallait corriger. Donc, c'est une grosse boîte, mais il y a beaucoup de monde dessus, c'est des technologies importantes, un peu compliquées à mettre en place, faire communiquer entre elles, etc. Je me dis, franchement, ça va.
On peut les corriger, mais c'est pas énorme. Et je suis allé sur le site de Dior et j'ai vu plus de 1500 erreurs s'afficher. Ah oui. Donc, des choses qu'on peut optimiser en termes d'impact environnemental, justement, Ouais. écologique, etc. Et c'est là où je me dis, en fait, et j'en ai fait plusieurs, et en fait, tous les sites de marques ultra cotées, reconnues, dites entre guillemets pour riches, pour personnes aisées, pas les froisser, et ben, sont les pires du lot, en fait. C'est vraiment les pires du lot. Donc j'espère qu'elles ne communiquent pas sur le fait que leur site est éco-conçu Ah bah, d'un j'espère point de vue pas. responsable, Ah parce non, que sinon tu as des preuves pour c'est bien. démontrer le contraire, c'est ça? Exactement. C'est bien de dire qu'on fait 10 ou 15% d'économie d'eau dans les usines pour faire les parfums, mais c'est mieux d'être cohérent et de le faire un peu partout. Surtout ils doivent en avoir des équipes pour maintenir ça, vu le chiffre que ça doit leur faire. Mais bon. Bon, donc il faut qu'on utilise ta solution là, d'analyse, moi pour mes clients sur leur site web Avec et plaisir. vérifier qu'il y a bien toute cette action responsable. Est-ce qu'il y a un autre sujet que tu aurais voulu partager avec nos auditeurs aujourd'hui qu'on n'a pas abordé là, sur le temps déjà passé? Pour moi, l'important, c'est tester. Alors, si vous prenez les deux plus importantes du marché aujourd'hui, c'est ChatGPT et Midjourney. ChatGPT, ça fait du texte, et Midjourney, ça fait des images. Ça imagine des images. Alors, on n'a pas trop parlé, mais en gros, il y a quelques photos qui sont sorties sur Midjourney, notamment une photo du pape avec une veste Balenciaga. Elle a fait le tour de la toile. Ouais. Et quand on voit ces choses-là, alors moi, forcément, je me suis amusé avec. Je l'ai fait découvrir à des étudiants. Et j'ai un étudiant, la première, c'était l'époque des grèves, là où il n'y avait plus de poubelles de ramasser sur Paris. Premier truc qu'il a tapé sur Midjourney, c'est Macron qui ramasse les poubelles à Paris. C'était drôle, mais qu'est-ce que c'était bien fait. Et très sincèrement, je pense qu'il faut se méfier des contenus fake qui vont venir. Mais il faut surtout se former et apprendre, ou au moins tester ces outils-là, pour prendre conscience de la portée que ça peut avoir. Parce que souvent, les gens en ont entendu parler, mais ne se rendent pas compte à quel point c'est important et à quel point ça peut devenir primordial pour notre avenir. Si on prend ces deux principaux, qui sont les principaux aujourd'hui, au moment où on tourne, on a donc ChatGPT Midjourney. Les deux, vous prenez un mois d'abonnement, ça doit vous coûter 40 balles maximum. Donc, perdez 40 € s'il faut, mais testez et rendez-vous compte de la chose. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a Google qui va sortir le sien dans pas longtemps, qui s'appelle Bard, qui n'est pas encore accessible en France, mais qui devrait l'être incessamment sous peu. Et celui-ci sera entièrement gratuit et connecté à Internet. Alors, donc, est-ce qu'il faut qu'on attende celui de Google dans quelques mois ou est-ce qu'on peut déjà démarrer Non, je pense pas. Je pense que vous pouvez déjà démarrer. C'est important vraiment de se rendre compte de la chose. Après, petite anecdote quand même, histoire de prendre conscience aussi des risques et des limites de Bard. Alors, je sais pas comment il a été conçu par les mecs de Google, donc je me fais pas trop de soucis, il devrait y avoir normalement pas trop de problèmes. Néanmoins, il faut faire attention. Alors, je sais plus quelle entreprise avait mis une IA un peu comme ChatGPT, donc basée sur l'apprentissage du modèle. Ils avaient mis ça en ligne. Et l'objectif, c'était de communiquer avec les internautes. Ah non, c'était sur Twitter, c'était, je ne sais plus comment ça s'appelait, c'était par Microsoft, je crois. Ils avaient mis un bot sur Twitter, généré par une IA, en fait, qui répondait aux tweets des gens pour communiquer avec. Alors, je crois qu'en 1 heure, 96 000 tweets par heure, comme ça, c'est juste énorme. Et il lui a fallu moins de 24 heures pour devenir ultra raciste. À faire passer Hitler pour un enfant de cœur à côté, quoi. Ah oui. Parce que la majorité des gens qui étaient sur Twitter et qui interagissaient avec étaient des racistes. Et donc en fait, l'IA, en apprenant, est devenue raciste. Donc voilà, alors ça, c'est une manière aussi de biaiser les IA. C'est de créer une multitude de contenus qui nous intéressent et qu'ensuite ces contenus soient ingurgités par l'IA en tant que modèle d'apprentissage. Si je dis 50 fois à l'IA que le blanc c'est rouge et que je dis 100 fois que le rouge c'est rouge, donc 100 fois je lui donne les bonnes réponses et 50 fois je lui donne les mauvaises. Et ben, quand je vais lui reposer les questions derrière, il va me donner la bonne réponse. Par contre, si je lui donne 1000 fois la mauvaise réponse et 100 fois la bonne réponse, et ben, il ne va plus savoir laquelle est la bonne. Et ça, c'est la limite. Ouais. Et si je lui donne 1000 fois la mauvaise réponse en lui disant que c'est la bonne, voilà, c'est encore pire. Donc ça, c'est les limites de l'IA niveau 4 qu'on a aujourd'hui. Il faut s'en méfier, mais c'est là où on a un intérêt à avoir des sociétés, je pense, privées, style OpenAI, pour faire ces choses-là. Parce que déjà, si on a un État qui se met derrière, on n'a pas le temps. Il leur faut 6 mois pour prendre une décision de mettre un coup de peinture sur un trottoir.
Donc concrètement, prendre des décisions de cette importance-là, C'est compliqué. ouais, on est d'accord. Et une entreprise privée qui serait mal intentionnée se ferait systématiquement boycotter instantanément par l'ensemble du marché. Heureusement. Heureusement. Et c'est pour ça qu'OpenAI, et c'est là où ils ont été très forts en fait, c'est pas sur l'algorithme. Les algorithmes d'apprentissage, ça existe depuis peut-être 100 ans maintenant. Donc alors pas pour GPT, mais l'apprentissage global. Donc ça existe depuis longtemps, on les maîtrise. La complexité, c'est le tri des données, la qualité des données. Et là, OpenAI, ils ont été excellents là-dessus, et le résultat qu'on a est vraiment extraordinaire. Est-ce qu'on aura une intelligence artificielle française? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout parce qu'on va légiférer avant que ça, en fait, avant d'avoir n'importe quoi, qui ait le temps de. Déjà, on n'a pas de société qui investit suffisamment dedans. Alors, on en a des grosses boîtes qui investissent, etc. Mais si on compare aux States, à ce qui se fait aux USA, on est à la masse. Ouais, parce que c'est pas des millions, c'est des milliards qui sont investis dedans. Complètement. Et par contre, ironiquement, ce qui est drôle, c'est que où toutes ces boîtes américaines viennent chercher leur talent et s'implantent. Les Français. Voilà. Et c'est là où je trouve qu'on est vraiment trop con, putain. On est capable de se créer 600 milliards de dettes sur le Covid pour un truc après coup, je trouve, déjà sur le coup, je trouvais ça aberrant, mais après coup encore plus. Et on n'est pas foutu de s'endetter de 600 milliards supplémentaires pour faire sortir des géants. Il y a des trucs comme ça, moi personnellement, qui me dérangent. Et en termes de RSE, je trouve ça triste. Je trouve ça horriblement triste. Je trouve que C'est une l'État. question de budget et d'orientation. Ah oui, c'est ça. Si on termine, quel invité aimerais-tu que je convie à mon podcast Marqueur? Est-ce que tu penses à quelqu'un? J'aurais tendance à te dire Éric Larchevet. Tiens donc, pourquoi Éric? Déjà parce que c'est notre parrain. On était tous les deux chez Ampli. C'est ça. Avec parce que je l'ai pas dit, mais effectivement, on s'est rencontrés avec Kevin à la formation, cette fameuse formation en ligne. C'est ça. Et Éric est effectivement le parrain de notre promo. Ouais. Et je trouverais ça hyper intéressant parce que il a déjà, je pense, un bon 15-20 ans de plus que moi. Donc il a beaucoup plus d'expérience de la vie, y compris d'expérience professionnelle. Il a dû voir beaucoup plus d'usines. Et notamment, il a construit son usine. Donc je pense que niveau RSE, il est beaucoup plus calé que moi. Il était dans le concret et il est dans l'autre partie de la technologie qui ressort aujourd'hui, dans la blockchain. Il y a deux technos aujourd'hui qui sortent beaucoup, c'est la blockchain et l'IA. Et lui est à fond du coup dans la blockchain, justement, c'est son métier, c'est là-dedans qu'il excelle. Et si tu arrives à le faire venir, franchement, ce serait beau. Je vais tester, on verra bien si ça marche. Yes. Merci beaucoup, Kevin, pour tous ces échanges-là. J'espère que nos auditeurs ont appris un peu davantage à mieux dresser la bête de ChatGPT ou ChatGPT 4. Merci beaucoup. À très bientôt. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite.